Bonjour. On va maintenant examiner un deuxième cas de changement social très important qui a mené à l'émergence d'un nouveau modèle de société. On a déjà étudié un cas très important, le passage à une société de marché. Maintenant, on va passer à un autre cas, un cas très important, le passage à une société industrielle. Euh, il y a certaines questions qu'il faut essayer de répondre avant de nous engager dans la discussion d'une société industrielle. D'abord, quelle est la société industrielle? Quelles sont les premières sociétés industrielles? Quelle est l'importance du modèle de la société industrielle? Et quels sont les changements associés au passage à une société industrielle? Et quels sont les liens entre une société de marché et une société industrielle? D'abord, la société industrielle, c'est une société où, dans son économie, il s'appuie surtout sur les activités industrielles. C'est-à-dire, l'activité économique la plus importante, c'est l'activité industrielle. C'est l'activité manufacturière. Une bonne partie de la force du travail s'engage dans les industries. La richesse dans cette société est obtenue à travers les activités industrielles. Et les riches dans cette société sont les propriétaires des entreprises industrielles. Et c'est une société qu'on dit une société rationnelle, dans le sens que on fait des calculs. On n'est pas sous le contrôle de la nature. On doit prévoir d'avance quelle est la quantité de production, combien de travailleurs seront nécessaires, quelle est la quantité de matières premières, où on va couler les produits. Donc c'est une société rationnelle. Et les premiers pays industriels étaient d'abord la Grande-Bretagne, suivie par la France et les États-Unis. La Grande-Bretagne a commencé sa révolution industrielle euh, pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'a continué jusqu'au 1830. La France et les États-Unis l'ont suivi, et plus tard, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et d'autres pays, surtout en Europe. Et au XXe siècle, l'Union soviétique et puis certains pays de ce qu'on appelle le tiers-monde, des pays du Sud. Le modèle d'une société industrielle est très important. Pourquoi? Parce que le modèle de ces sociétés est associé avec les progrès, le contrôle de la nature, la richesse, la puissance militaire et l'influence sur la scène mondiale. Ça, c'était le cas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne continuait à être le seul pays industriel pendant des décennies. Et pendant ces décennies, on a décrit la situation mondiale comme la Pax Britannica, c'est-à-dire la Grande-Bretagne pouvait imposer son pouvoir, son contrôle sur la scène mondiale. Cela a continué peut-être jusqu'au le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Donc les dirigeants des autres pays avaient l'ambition de faire les progrès, d'achever les progrès dans leur pays, d'offrir la prospérité à leurs citoyens et de gagner euh, la puissance militaire et l'influence sur la scène mondiale. L'émergence d'une société industrielle exige évidemment l'emploi d'une technologie des machines, abandonner les méthodes artisanales, s'appuyer sur des sources d'énergie comme le charbon, la vapeur, l'électricité, le pétrole, et ne devraient pas, ne doivent pas, ne peuvent pas continuer à utiliser l'énergie humaine ou animale, comme c'était le cas dans la société agraire. Une société industrielle exige aussi la présence d'une classe ouvrière, d'un capitalisme industriel, exige aussi que la structure politique soit ouverte aux demandes et aux besoins de cette bourgeoisie industrielle. Le passage à une société industrielle aura aussi des implications pour la culture. Les valeurs dominantes seraient des valeurs de l'appréciation de la science, de la volonté d'explorer ce qui est ambigu, d'essayer de chercher quelque chose de nouveau, un esprit d'innovation, une volonté de élargir l'horizon de connaissances, une tendance utilitariste, dans le sens, s'il y a une idée, il faut essayer de profiter de cette idée pour améliorer les conditions de vie et aussi pour faire un profit. L'avènement d'une société industrielle aura aussi des implications pour les formes d'art et les formes de littérature. Finalement, dans cette introduction, il faut souligner que sans une société de marché, l'avènement d'une société industrielle aurait été impossible. Il aurait été impossible de s'engager dans l'industrie sans qu'il y ait un marché pour le travail, sans qu'on puisse acheter la force de travail. Il aurait été impossible aussi de s'engager dans des activités industrielles sans qu'il y ait un terrain qu'on pourrait acheter. Donc la terre, comme une marchandise, était une condition importante pour l'émergence de la société industrielle. Aussi, lorsque on a passé des petites industries, des petites unités de production aux grandes unités, on avait besoin de mobiliser de larges sommes d'argent. Comment obtenir cette somme d'argent? Donc évidemment, par les banques, dans les sociétés anonymes. Donc si l'argent n'était pas devenu une marchandise, on n'aurait pas pu s'engager dans la construction des grandes industries et grandes unités de production. Grâce à
ces changements grâce à l'industrie. On a pu fabriquer des médicaments. Comme ça, les taux de mortalité ont baissé. Dans la société agraire, les taux de mortalité et de natalité étaient élevés, mais ils se neutralisent, c'est-à-dire un taux élevé de natalité était plus ou moins équivalent au taux de mortalité, ou peut-être le dépasser un peu. Comme ça, la croissance démographique était très lente, mais avec la baisse des taux de mortalité et le maintien d'un taux élevé de natalité, évidemment, les taux de croissance démographique s'est accru. Un deuxième aspect de ce changement démographique était l'expansion des villes grâce à l'immigration de la campagne. Comme on a dit, la révolution agraire menée à, d'une part, la croissance de la production agricole, mais d'autre part, l'éviction d'un grand nombre des paysans. On a parlé déjà de mouvements de clôture des champs ouverts qui a obligé les paysans à quitter les campagnes et aller en ville pour chercher un travail. Comme ça, il y avait une accélération de l'urbanisation. Mais cette accélération s'est passée quand même à un taux assez lent. Donc, il fallait des décennies pour qu'une ville comme Londres ait 1 million d'habitants. La même chose aussi dans les autres pays industriels. Et on a vu, avec cette migration vers les villes, la naissance, l'émergence des agglomérations urbaines, c'est-à-dire des métropoles urbaines très très grands. Et petit à petit, la majorité des populations habitaient dans ces grands centres urbains. La structure de la famille a changé aussi. Hein. Pas seulement la structure de la famille, mais aussi le rapport entre les membres de la famille. Dans la campagne, ou bien c'était la famille élargie, hein, ou bien le nombre de membres d'une famille était relativement élevé. Mais en ville, à cause de la pauvreté parmi les travailleurs, les femmes devaient travailler. Il fallait avoir une autre source de revenus. Et une femme qui travaille sera gênée si elle a beaucoup d'enfants. Donc la taille de la famille en ville s'est réduite. Et les rapports ont changé aussi avec la femme qui a un revenu indépendant, qui travaille en dehors de la maison, elle a acquis plus d'indépendance. Donc les rapports homme-femme ont changé en faveur de la femme. Et aussi, un fait démographique très important, c'est le travail des femmes et des enfants en dehors de la maison. Les premières phases de la révolution industrielle ont vu l'emploi des femmes et des enfants dans des usines et dans des conditions terribles, dans des conditions très, même cruelles. Voilà sont les dimensions des changements démographiques. Euh, on,
On va examiner maintenant toutes les dimensions de passage à une société industrielle. Évidemment, le premier domaine qui a été touché par ces passages, ou peut-être qui a amorcé ces passages, c'est les domaines de la technologie. Dans la société agraire, on a travaillé dans la ferme. Dans une société industrielle, on travaille dans une usine. Donc l'unité de production a changé. Ce n'est plus la famille et les lieux d'activité économique, ce n'est plus la ferme, hein, mais c'est les groupes de travailleurs qui travaillent ensemble, dans un travail collectif, dans une usine. Et puis, les méthodes à utiliser ne sont pas les méthodes artisanales de la société agraire, hein. Non, ils sont les machines. Et l'énergie qu'on utilise n'est plus la force humaine ou la force animale, mais c'est plutôt la vapeur, l'électricité, le pétrole, plus tard peut-être l'énergie nucléaire. Et puis, ces trois éléments d'un changement technologique sont liés l'un à l'autre. Euh, la machine ne pourra pas utiliser par une famille parce que la machine, au début, avait besoin d'un grand nombre de travailleurs, hein, et une usine ne s'est composée pas d'une seule machine. Il y avait plusieurs machines. Donc, évidemment, une seule famille ne serait pas suffisante. Donc, on avait besoin de mobiliser les travailleurs et de trouver un endroit où ils travaillent sur les machines. Et pour que ces machines marchent, il faut une autre source d'énergie. Pas la force animale ou humaine, mais une force, une énergie plus grande. Et cette énergie s'est trouvée dans la vapeur, l'électricité et le pétrole plus tard. L'avènement d'une société industrielle avait influencé beaucoup les conditions démographiques. D'abord, les taux de croissance démographique. Dans la société agraire, les taux de mortalité étaient assez élevés et aussi les taux de natalité. Mais puisqu'il y avait beaucoup de morts, il y avait aussi beaucoup de naissances. Donc, la croissance générale était presque nulle. Mais avec l'industrie, il y avait une amélioration de la santé publique, il y avait aussi l'invention de certains médicaments qui étaient utiles pour combattre les épidémies. Comme ça, les taux de mortalité a baissé et les taux de natalité a continué sur le même niveau que dans la société agraire. Et c'est pour cela que les taux général de croissance démographique s'est accéléré. Euh, et cette croissance démographique était accompagnée aussi par un changement de la distribution des populations. Il y avait les conditions de vie dans les campagnes étaient dures pour les paysans à cause des pressions exercées par les grands propriétaires terriens qui voulaient utiliser la terre plutôt pour l'élevage des bétails au lieu de l'utiliser pour cultiver des céréales qui exigeaient beaucoup de travailleurs. Et dans ces conditions, les grands propriétaires terriens ont élargi leurs propriétés, surtout par annexer les champs ouverts. Et on a expliqué ça lorsqu'on a
parler de conditions de transformation des terres en marchandises avec l'avènement d'une société de marché. Donc il y avait un mouvement d'exode des campagnes vers les villes. Et c'est pour cela que les villes ont commencé à attirer plus des populations et leur poids relatif s'est augmenté par rapport aux populations campagnardes. Et l'exode rural a mené aussi à un changement de structure familiale dans la société agraire. Bon, c'était normal que des familles élargies, les membres des familles élargies vivent ensemble, mais cela n'était pas possible dans les villes. L'exode des campagnes n'était pas toujours l'exode des familles élargies. C'était peut-être l'exode de certains individus ou des petites familles, euh, parce que il aurait été difficile dans les villes de trouver des logements pour des familles élargies. Et donc évidemment, les rapports familiales se sont affaiblis euh, et aussi dans les villes, bien que les femmes travaillaient dans les campagnes avec leur mari, avec la famille élargie, soit à la maison, soit dans les fermes, mais la pauvreté qui a prévalu dans les villes exigeait qu'on devait trouver plusieurs sources de revenus dans la famille. Comme ça, les femmes commençaient à travailler, mais c'était toujours difficile de trouver un travail à côté de leur mari, donc ils commençaient à travailler en dehors de la maison, loin de leur mari. Mais ce qui est important, c'est le fait aussi qu'ils commençaient à avoir un revenu indépendant. Et cette indépendance économique des femmes a amorcé aussi leur indépendance dans d'autres domaines. Et leur pouvoir au sein de la famille s'est accru vis-à-vis leur mari. Et le travail des femmes en dehors de la maison ne s'est pas passé dans des conditions favorables. Tout à fait le contraire. Les conditions de travail des femmes étaient très très dures. Aussi les conditions de travail des hommes. Tous les gens qui travaillaient en industrie, bon, y compris les femmes et les enfants, travaillaient dans des conditions très très dures. Et c'est pour cela que la misère était la règle générale dans les villes des pays industriels, au moins pendant les premières décennies de la révolution industrielle. On parle d'une société industrielle, c'est-à-dire une nouvelle société. La révolution industrielle a mené à un changement radical dans la société, bon, a mené à l'émergence d'une nouvelle structure sociale. Cette structure sociale s'est caractérisée par, au sommet, la présence de deux factions, l'aristocratie, bon, les anciens propriétaires terriens qui sont devenus des propriétaires fonciers, et à côté la faction d'une bourgeoisie des commerces et d'industrie et des commerces qui a vu son pouvoir monter à côté de cette faction de l'aristocratie ou l'aristocratie foncière et cette faction de la bourgeoisie des commerces et d'industrie est devenue la force sociale dominante dans ces sociétés. Hein.
mais il y avait aussi, à côté de ce qu'on appelle la haute bourgeoisie d'industrie et de commerce, il y avait aussi la bourgeoisie moyenne et populaire, c'est-à-dire les gens qui ont la propriété des moyennes entreprises et les gens qui s'occupe aussi des activités dans les villes, les gens des professions libres qui constituent la bourgeoisie moyenne et populaire. Et à côté de cela, il y avait aussi la petite bourgeoisie, les gens qui s'engagent dans des activités bureaucratiques, administratives, dans les bureaux du gouvernement et dans les sociétés industrielles et sociétés de commerce. Donc voilà, bon, c'est une structure de classe très différente de ce qui a prévalu dans les sociétés agraires. Évidemment, en bas de cette structure, il y avait plusieurs classes. Les classes populaires, il y a la classe ouvrière, hein, bon, qui a vu son nombre augmenter. Euh, les gens qui s'engagent pour des salaires dans les usines, hein. Euh, et puis aussi dans les villes, il y avait les pauvres qui ne trouvaient pas d'emploi, qui étaient des chômeurs, hein. Donc les pauvres des villes, on les appelle les sous-prolétariats. Karl Marx les appelle les lumpenprolétariats. Et évidemment, dans les campagnes, il y avait toujours les paysans, mais qui ont vu leur nombre, leur importance relative diminuer à cause de la croissance démographique dans les villes et à cause de l'immigration des campagnes vers les villes. Évidemment, ces changements sociaux devraient avoir une dimension politique. Donc, ces nouvelles classes commencent à faire leur présence sur la scène politique. La bourgeoisie a renforcé son pouvoir et commencé à avoir une présence efficace dans les institutions législatives, à côté de l'ancienne aristocratie qui est devenue une aristocratie foncière. Comment s'est manifestée cette nouvelle structure politique dans les partis politiques? Il y avait deux factions qui dominaient la politique britannique pendant la première moitié du 19e siècle. C'est le Whig et les Tories. Les Whigs sont devenus plus tard le Parti libéral et les Tories sont devenus le Parti conservateur. Donc, comme ça, chaque classe, à travers ses partis, exerçait son pouvoir. Et pendant le deuxième siècle, la plupart du temps, c'était les conservateurs qui formaient le gouvernement. Et la compétition entre les conservateurs et les libéraux s'est trouvée dans plusieurs disputes sur les tarifs douaniers, sur les importations agricoles. C'était dans l'intérêt de l'aristocratie d'imposer des tarifs douaniers sur les importations alimentaires pour pouvoir maintenir un prix haut des produits alimentaires locaux. C'est dans l'intérêt de la bourgeoisie de faire baisser ces prix pour affaiblir la position de l'aristocratie propriétaire terrien et aussi pour rendre la vie un peu plus facile pour les ouvriers. Et c'était un enjeu
politique très important en Grande-Bretagne, au moins pendant la première moitié du 19e siècle. Et, et ces passages à une société industrielle ne se passaient pas, ne se déroulaient pas pacifiquement. Les conditions de travailleurs étaient déplorables. Des bas salaires, des dures conditions de travail, et les ouvriers n'acceptaient facilement cette situation. C'est pour cela qu'il y avait des révoltes, des grèves. Parfois, ces grèves duraient assez longtemps. Donc, il y avait cette émergence de la résistance de la classe ouvrière. Et pour que les ouvriers aient un certain pouvoir, une certaine capacité d'influer sur les décisions du gouvernement et surtout sur les décisions d'employeurs, ils ont formé des syndicats ouvriers. C'est un nouveau phénomène qui est apparu au 19e siècle. Et ces syndicats ouvriers étaient plus tard, à la fin du 19e siècle, un pilier principal pour le Parti travailliste en Grande-Bretagne. Ces syndicats aussi, en France, soutenaient les partis socialistes et le Parti communiste. Aux États-Unis, ces syndicats qui étaient reconnus sous Roosevelt dans les années 1930 sont devenus aussi un pilier du Parti démocrate aux États-Unis. Comme j'ai dit, le passage à une société industrielle ne s'est déroulé pas facilement. Donc il y avait les révoltes des ouvriers, mais il y avait aussi la réaction violente de la part des gouvernements, dominés par les conservateurs et libéraux en Grande-Bretagne, des gouvernements assez conservateurs aux États-Unis et aussi en France. Donc, on a employé la méthode forte pour supprimer ces révoltes ouvrières. Et on voyait au cours du 19e siècle l'introduction des réformes sociales. Pour maintenir la paix sociale, il fallait quand même céder aux demandes des ouvriers. Les demandes d'ouvriers qui étaient exprimées dans le manifeste du Parti communiste en 1849. Il y avait des révoltes partout en Europe. Donc, en réponse à ces révoltes, on a introduit certaines réformes sociales. Limiter les horaires du travail, hausser les salaires, reconnaître certains droits aux ouvriers. Donc, l'enjeu social était aussi est devenu une préoccupation des gouvernements dans ces sociétés industrielles. Et on a déjà évoqué la formation des partis politiques, des partis pour la bourgeoisie industrielle, partis pour les propriétaires terriens et fonciers, partis pour les membres de la classe moyenne, un parti pour les travailleurs, ou des partis qui expriment au moins les aspirations, les ambitions de travailleurs. Voilà. Et tous ces changements technologiques, économiques, sociopolitiques devraient affecter aussi la vie culturelle. On sait très bien qu'un changement de telle ampleur devrait peser aussi sur la culture. Il y a plusieurs exemples
des implications culturelles de ces changements. D'abord, des nouvelles doctrines politiques sont apparues. On a commencé à parler du socialisme, communisme, libéralisme, conservatisme, donc des doctrines ou des nouvelles idéologies. Des idéologies qui n'existaient pas au 19e, je m'excuse, au 17e siècle. Il y avait peut-être des origines, des proclamations de la justice, de la liberté, hein, mais les élaborations de ces idées dans des formes idéologiques étaient un phénomène du 19e siècle, dans le cadre de ces changements à une société industrielle. Et puis, il y avait aussi un changement de mentalité. Dans une société industrielle, on ne se comporte pas de la même façon, selon les mêmes idées, les mêmes valeurs d'une société traditionnelle, agricole. On commence à apprécier l'importance de la science. On a commencé à apprécier l'importance d'être rationnel, de faire un plan de ce qu'on va faire, de calculer d'avance combien on va produire, de calculer en avance aussi combien on va dépenser. Donc c'est la rationalité qui pénètre dans tous les domaines de la vie. Hein. Un esprit d'exploration, de curiosité, de vouloir savoir ce qui est ambigu, ce qui n'est pas connu, l'intérêt à savoir ce qui se passe dans d'autres pays du monde. Moins d'attachement aux autorités traditionnelles, les autorités de la famille, de l'Église, des chefs traditionnels, etc. Aussi l'importance du temps. Time is money. Donc on ne pouvait pas dire ça dans une société traditionnelle, parce qu'on a tout le temps, n'est-ce pas? Un paysan a tout le temps devant lui, mais un ouvrier doit arriver à son poste de travail à une heure précise et puis partir de son lieu de travail à une heure précise. Et il y a un certain ordre du travail, donc il faut respecter cet ordre. Et puis aussi, hein, on s'intéresse à ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a une curiosité pour savoir ce qui se passe, pas seulement dans le village ou dans le quartier où on habite, hein, mais ce qui se passe dans la nation tout entière, hein, ou dans le monde. Donc voilà, des nouvelles valeurs. Et puis accepter aussi les droits des femmes, accepter aussi les droits de travailleurs. Hein. Donc un nouveau système de valeurs s'est répandu. Et on doit noter aussi que, bien que les gens n'ont pas abandonné complètement la religion, mais la religion était assignée à un domaine particulier. C'est plutôt les domaines personnels. Mais la religion n'a rien à dire, ou on ne s'attendait pas à ce que la vie sociale, les activités économiques, les activités politiques soient organisées, réglées, conçues en termes des religions, des livres saints. Et il y avait aussi des nouvelles formes littéraires et artistiques, les romans,
comme un genre littéraire. Hein. Parce que d'abord, il y avait quelque chose à raconter, hein, mais il y avait aussi des lecteurs. Avec l'imprimerie, on pouvait imprimer des livres. Il y avait un public pour les romans. Des gens qui voulaient qu'on leur raconte comment leur vie se déroule. Et puis, il y a d'autres qui voulaient décrire cette vie, ces valeurs, le rapport entre les gens, etc. Et puis, dans la peinture, au lieu de l'école naturaliste du Moyen Âge, euh, qui s'intéressait à peindre des prêtres, des, des personnages religieux ou de peindre les gens d'une façon plus ou moins fixe, ne pas montrer leurs défauts. Hein. Donc il y avait les écoles impressionnistes et les écoles réalistes en peinture. Et aussi des nouveaux moyens de communication ont fait leur apparition. Il y a la radio, la télévision, et puis les journaux des masses aussi. Hein, voilà, sont des innovations culturelles qui étaient associées avec cette société industrielle. Et puis, là, comme j'ai dit, ne s'est passé pas aisément pour tout le monde. L'écart entre les riches et les pauvres s'est agrandi. Grâce à ces nouvelles technologies, hein, les propriétaires des usines ont pu amasser une grande fortune. Et les ouvriers continuaient à avoir des bas salaires. Hein. Donc, l'écart hein, entre les pauvres et les riches s'est agrandi beaucoup. Hein. Et ce n'était pas seulement une question de combien d'argent chacun obtient, hein, mais c'est des modes de vie différents, hein. Des espaces de liberté qui varient d'une classe à une autre. Hein. Donc, il y avait, bon, ça, c'est évidemment, il y a un côté très positif, l'extension de l'espérance à la vie, hein, la baisse des mortalités, peut-être la victoire contre des maladies, hein, une facilité de transport, hein, mais à côté de cela, il y avait les inégalités sociales, hein, et puis il y avait aussi ces changements cycliques dans les économies capitalistes. Pendant un certain temps, il y a l'expansion, une demande pour les ouvriers, moins de chômage, puis il y a une stabilité économique, succédée par une période de crise qui pourrait durer des années. Donc, chômage, pauvreté, baisse des productions, et c'est passé d'une façon cyclique. On sait très bien que on a parlé déjà de la grande crise de 1929 qui, selon Karl Polanyi, a mis fin à l'adoption du mécanisme de marché hein, qui a mené à l'arrivée au pouvoir des fascistes, des nazis, et qui s'est associé aussi avec la consolidation du pouvoir communiste en Union soviétique. Donc, les crises économiques, les inégalités sociales sont l'autre visage de ces passages à une société industrielle. Avant de vous dire
ce qu'il faut lire. Et je signale un chapitre écrit par un historien britannique très célèbre, très intéressant à lire aussi, hein, et un historien très prolifique qui a écrit sur l'âge du capital, sur l'âge de révolution. C'est Eric Hobsbawm. Hein. Je vous conseille aussi de lire le petit livre qui a été écrit par Friedrich Engels, les compagnons de Karl Marx, sur les conditions de la classe ouvrière en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Bon, d'abord, la grande question, le passage à une société industrielle était-il une transition sociale ou une transformation sociale? Est-ce ce passage a touché, a affecté tous les domaines de la vie sociale ou c'était limité à un domaine particulier? Quelles sont les forces motrices de ce passage à une société industrielle? Était-il des forces matérielles comme les ambitions d'une bourgeoisie urbaine ou l'invention de certaines technologies, ou c'était plutôt les produits des nouvelles idées qu'on peut appliquer cette notion scientifique dans les domaines des productions, ou c'était plutôt une combinaison entre des idées nouvelles et les ambitions d'une classe sociale. Et quelle est la distribution des gains et des pertes à cause de ces changements? Et puis, quelles sont les différences dans l'expérience des différents pays qui ont subi ces changements? Et, bon, des pays comme la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis ont passé par ces changements. Plus tard, des pays comme l'Allemagne et l'Italie. Évidemment, la Grande-Bretagne était le premier pays industriel. Y avait-il des expériences différentes entre ces grands pays? Voilà, ce sont les questions que j'aimerais que vous essayerez de répondre. Et vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par email et j'essaierai, dans la mesure des possibles, de vous répondre presque immédiatement. Voilà, je termine. Un trait principal de la société industrielle est sa culture. Évidemment, on a montré que pour un philosophe de sciences sociales comme Max Weber, euh, les transformations économiques, les changements économiques sont facilités aussi par l'émergence d'une culture qui est favorable à ces changements. Donc, dans la société industrielle, il y avait aussi beaucoup de traits qui sont très typiques de cette société industrielle. D'abord, les changements sociaux et politiques étaient répercutés sur la scène culturelle avec l'élaboration des doctrines politiques et des idéologies
qui reflètent quand même des intérêts opposés, des intérêts différents, des orientations différentes des classes sociales et des groupes sociaux dans ces sociétés. Donc, avec l'avènement d'une société industrielle, on a commencé à voir l'expression des idées politiques sociales dans le cadre des doctrines différentes, comme le libéralisme, le socialisme, le communisme, l'anarchisme. Toutes ces idéologies ont été élaborées euh, euh, dans le cadre d'une société industrielle. Il y avait aussi des nouvelles euh, valeurs qui accompagnaient l'émergence de cette société, une société industrielle euh, ne pourrait pas continuer sans qu'il y ait aussi des orientations, euh, des valeurs qui facilitent sa continuité et son progrès. Hein. Donc la valeur de la connaissance scientifique, la valeur de, de prendre le risque, la valeur euh, d'innovation, des valeurs qui encouragent la connaissance d'autres peuples, d'apprendre d'autres cultures, l'importance du temps, l'importance d'un calcul rationnel de ce qu'on va faire. Et dans ces conditions aussi, la valeur de s'appuyer sur la capacité de l'homme de comprendre leur réalité, le monde qui les entoure. Et dans ces conditions, la religion, comme Max Weber a prévu, perdait de son importance. Bon, beaucoup de gens continuaient à pratiquer les rites de religion, mais la religion a perdu son pouvoir sur les visions que les gens se font de leur univers, du monde. La religion a perdu son pouvoir comme un cadre de la formulation des politiques comme le cadre des règles de comportement. Donc tout cela a été associé avec l'émergence d'une société industrielle. Et puis la société industrielle a vu aussi l'émergence des nouvelles euh, formes de littérature et d'art. Donc le roman est vraiment euh, un produit de la société industrielle. Les gens voulaient qu'on leur décrit leur mode de vie. Et puis, il y avait ceux qui voulaient aussi décrire ces modes de vie. Donc, il y avait les auteurs, les romanciers, et puis il y avait aussi les publics de ces romans. Et dans la peinture, on s'est éloigné des écoles naturalistes, des écoles qui ne montraient pas les aspects, ce qui n'est pas considéré beau dans les êtres humains, qui ne dessinaient pas la vie quotidienne. Donc les écoles impressionnistes et les écoles réalistes montraient la vie normale, montraient les hommes dans leurs conditions, dans toutes leurs conditions de misère, de bonheur, de contentement, de tristesse, etc. Et puis, il y avait aussi des nouveaux moyens de communication, les moyens de communication des masses, la radio et la télévision
et les journaux de masse, c'est-à-dire des moyens qui s'adressent à tous les habitants d'un pays ou à tous les citoyens. Donc, ces phénomènes de médias des masses est aussi une invention de la société industrielle. Maintenant, il faut voir l'avènement de cette société industrielle. Il faut se poser la question qui a profité de l'émergence de cette société et qui a vu sa situation s'est détériorer. Donc, bon, en général, on ne peut pas nier, bon, c'est-à-dire personne ne peut nier que l'avènement de la société industrielle constituait quand même un progrès dans l'histoire de l'humanité. Pas seulement la production s'est augmentée, il y avait une diversification des populations, les gens étaient plus capables de contrôler leur destin, le rapport entre l'homme et la nature a changé. Peut-être euh, il y a des gens qui voient que l'homme est allé très loin dans sa volonté de contrôler la nature, mais en tout cas, on pouvait quand même être le maître de son destin, on pouvait quand même résister certaines catastrophes provoquées par la nature, pas tout à fait, mais en tout cas, je pense euh, il y avait un agrandissement de la capacité d'hommes de contrôler leur destin. Euh, et plus de prospérité, au moins l'avènement de la société industrielle a créé cette possibilité d'accroître la richesse et cette richesse pourrait être distribuée d'une façon plus égalitaire. D'autre côté, évidemment, il y a des gens qui ont profité, c'est la bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie, évidemment, a gagné le plus avec l'émergence de cette société. La bourgeoisie, dans toutes ses catégories, la haute bourgeoisie, la bourgeoisie moyenne, etc. Et euh, les conditions de la classe ouvrière au début étaient des conditions de misère, mais petit à petit, avec la mobilisation de leurs forces collectives, avec leur capacité de s'unir dans des syndicats, dans des fédérations, des syndicats, avec leur présence sur la scène politique, ils ont pu quand même obtenir des avantages, ils ont tiré une partie de cette richesse de la société industrielle. Mais évidemment, la position de la paysannerie s'est détériorée, euh, leur nombre s'est diminué et les propriétaires terriens aussi ont vu leur position dans la société se dégrade s'ils ne peuvent pas adopter les mêmes mentalités, les mêmes méthodes de la bourgeoisie. Euh, mais en tout cas, la distribution des gains et des pertes n'était pas égale. Évidemment, la bourgeoisie a gagné plus et les ouvriers et les paysans ont gagné moins. Bien que dans les pays capitalistes, tout le monde a gagné à la fin, mais ce n'était pas la tendance spontanée du système capitaliste, mais c'était avec l'intervention de la force collective des ouvriers et des membres de la classe moyenne qui se sympathisaient avec leurs aspirations à la justice et à une société où tout le monde pourrait vivre décemment. Mais l'inégalité s'est accrue dans cette société. Et peut-être l'écart s'est
diminué à un certain moment, mais dans les dernières décennies, comme l'économiste français Thomas Piketty l'a montré, l'inégalité persiste dans les sociétés capitalistes. Peut-être la classe ouvrière ne vit pas dans les conditions de misère du 19e siècle, mais en tout cas, l'inégalité est un fait marquant de la société industrielle. À côté de cela aussi, bon, la société de marché et la société industrielle, les deux ensemble, euh, provoquent ou connaissent des crises. Et ces crises passent sur un rythme cyclique. Bon, il y a des périodes d'expansion économique suivies par stabilité et puis succédées par des périodes de crise. Et parfois, ces crises prennent un ampleur mondiale, comme c'était le cas en 1929. Et lors d'une crise mondiale qui a affecté tous les grands pays industriels. Cette crise a commencé aux États-Unis, mais c'est étendu en Grande-Bretagne, France, l'Allemagne, l'Italie, tous les pays, même l'Égypte a été affectée. L'Égypte n'était pas un pays industriel, mais en tout cas, l'impact de cette crise était ressenti dans le monde tout entier. Et cette crise économique et les rivalités économiques entre les grands pays industriels étaient une des causes de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, il faut retenir de cette analyse de la société industrielle et le fait que malgré les progrès, il y a l'inégalité sociale et les crises cycliques dans cette société. Voilà, comme ça on termine notre étude d'un deuxième cas du changement social. Bon, je laisse à vous de décider si l'avènement de la société industrielle constituait une transition ou une transformation de la société qui l'a précédée et quels sont les groupes qui gagnaient le plus et quels sont les groupes qui perdaient le plus dans cette société et finalement quelles sont les causes qui expliquent ou quelles sont les conditions ou quelles explications, quelles théories on pourrait utiliser pour analyser, pour comprendre l'avènement de cette société. Et pour lire, je vous conseille de lire un chapitre écrit par un historien britannique très connu, il s'appelle Eric Hobsbawm, et peut-être lire aussi le livre de Friedrich Engels sur les conditions de la classe ouvrière en Grande-Bretagne. Voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par email. Vous pouvez aussi écrire des commentaires sur le site de ces cours à la faculté d'économie et sciences politiques.